Refresh, votre rendez-vous d'actualité et d'analyse avec nos éditorialistes et journalistes. Au menu de cette semaine au Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye clarifie sa position sur plusieurs dossiers sensibles. En RDC, le Félix Tshisekedi relance le débat politique dans un contexte toujours marqué par les tensions internes. Le hantavirus inquiète, symptômes, transmission, risque. On vous explique tout avec Willy Sadio Diallo. On se rendra en Mauritanie pour Hello Refresh avec notre correspondante Alia Abbas. Nous parlera de la hausse des prix des denrées de première nécessité. Dans le street, avec Ibrahim Dramé, la xénophobie en Afrique du Sud, quand le pays de Mandela semble tourner le dos à l'idéal panafricain. Entretien avec Insa Touré, expert en innovation numérique, qui nous parlera d'intelligence artificielle. Dans l'édito de Ibouba, on va évoquer la pertinence d'un organe chargé de recueillir et de suivre les programmes des candidats aux élections. Le reportage nous amène aujourd'hui dans un contexte assez particulier, devenir propriétaire à Dakar, surtout pour les jeunes, dans la spéculation immobilière assez forte. En économie, avec Fierté Locale, avec Aminata Thiam, on va aussi parler de l'artisanat avec nos artisans qui sont en Gaï. Culture avec Laura qui va nous parler de l'actualité et de l'exposition du Batik 2026, sans oublier de l'agenda culturel et le Digital Trade avec Mohamed VI. Digital Trend avec Mohamed VI qui va nous revenir sur tout ce qui est actualité et désinformation sur les réseaux sociaux. Refresh, c'est tout de suite et maintenant. L'actualité de la semaine avec Willy Sadio. Willy, aujourd'hui on parle du président Bassirou Diomaye Faye qui a, lors d'un entretien, clarifié sa position sur plusieurs dossiers. En effet, Diagne, bonjour d'abord. Et justement, il est revenu sur plusieurs points, comme par exemple l'aspect économique, où le chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a reconnu que le Sénégal traverse une période difficile. Il a évoqué les problèmes budgétaires, la dette, les conséquences du contexte international sur les prix et le coût de la vie. Mais quand même, il y a un moment qui a vraiment marqué cette interview-là. C'est cette sortie qui concerne sa relation avec le Premier ministre Ousmane Sonko. Et concernant ses relations avec le Premier ministre, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a insisté sur le fait qu'il reste le seul détenteur du pouvoir présidentiel, tout en affirmant poursuivre le travail avec son gouvernement. Même s'il a réaffirmé travailler avec son Premier ministre, ces déclarations ont mis en lumière certaines divergences au sein du pouvoir. Il a notamment affirmé que le maintien de Sonko à la primature dépend de la confiance présidentielle et des résultats du gouvernement. Mais le président aussi est revenu sur certains dossiers diplomatiques. Il a réaffirmé sa volonté de défendre les intérêts du Sénégal sur la scène internationale. Il y a un point très important qui a également marqué ce rendez-vous, c'était la réforme du code électoral où le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a défendu plusieurs changements visant, selon lui, à moderniser le système électoral et renforcer la transparence des élections. Justement sur la réforme du code électoral, le président qui a demandé la relecture des articles L29 et L30. En effet, ceci a été fait le jeudi dernier. C'est une seconde relecture, en effet, pour modifier les articles L29 et L30 du Code électoral qui a été adopté par la majorité parlementaire du PASTEF, malgré quand même l'opposition de certains députés. Et cette demande fait suite à une erreur matérielle reconnue par l'Assemblée nationale. Après le vote, une première version du texte ne prenant pas en compte certains amendements, selon les informations, avait été envoyée au président pour promulgation. Selon le président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, cette erreur a ensuite été corrigée avec l'envoi de la bonne version du moins, après échange avec le chef de l'État. Mais quand même, le président dit vouloir éviter toute ambiguïté autour des deux versions du texte. Et donc, il s'appuie sur l'article 73 de la Constitution qui demande une nouvelle délibération afin de garantir que la loi promulguée corresponde bien à la volonté exprimée par les députés. Aujourd'hui, normalement, du moins ce jeudi, ils sont réunis, le bureau de l'Assemblée nationale, pour pouvoir discuter de ces points et bien sûr apporter les éclaircissements demandés par le président. Ibouba, sur la sortie du président de la République, une interview accordée à deux médias, notamment la RTS avec le directeur général comme modérateur, TFM avec le journaliste et aussi Wolf. Il y a une cohérence de sa sortie parce que ça faisait plusieurs semaines qu'elle était en tout cas attendue et que
les sujets qui ont été abordés, aussi bien politiques ou surtout même politiques, permet de clarifier le bicéphalisme qui existe, qui ne dit pas son nom. Concernant les journalistes, c'est dommage qu'il n'y ait pas une femme au niveau du plateau, parce que pour moi, un newbie qui ne se connaît pas, il y a une incohérence de mettre les médias, alors qu'au moins se représenter une femme, ça aurait été pertinent. Merci Ebou. On se rend en RDC, où le président Félix Tshisekedi a fait une sortie qui relance le débat politique. En effet, Diagne, c'est l'actualité en République démocratique du Congo. C'était lors d'une conférence de presse. Félix Tshisekedi s'est dit ouvert à une éventuelle révision de la Constitution, évoquant notamment la possibilité d'un troisième mandat. Il dit, je cite, « Si le peuple le demande », fin de citation. C'est une déclaration qui a immédiatement provoqué de vives réactions de l'opposition qui accuse le pouvoir de vouloir remettre en cause la limitation des mandats présidentiels. Mais quand même, selon Félix Tshisekedi, qui a insisté sur la nécessité de réformer certaines institutions afin, selon lui, d'adopter la Constitution aux réalités actuelles du pays. Ses partisans parlent d'une modernisation des institutions, tandis que ses opposants dénoncent un risque de crise politique. Il faut rappeler que le président congolais a également évoqué les violences persistantes dans l'est du pays, où les combats se poursuivent contre le mouvement M23 et bien sûr et d'autres groupes armés. Willy Sadio Diallo, antivirus. Qu'est-ce qu'il faut savoir? En fait, déjà le mot. Pourquoi antivirus? Qu'est-ce qu'il faut savoir concrètement? Antivirus, petite blague sûrement pour vous hanter, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est le mot qui revient dernièrement quand même dans l'actualité, que ce soit ici au Sénégal, mais également dans le monde entier. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle d'antivirus, c'est d'abord une actualité mondiale, comme je le disais tantôt. Alors, on parle d'une apparition d'un foyer de contamination à bord d'un navire de croisière parti d'Argentine. Plusieurs cas ont été détectés ces derniers jours et au moins on parle de 3 décès actuellement qui ont été signalés, ce qui provoque actuellement de vives inquiétudes dans plusieurs pays et les autorités sanitaires surveillent désormais tous les passagers du bateau après leur retour, alors que des enquêtes sont en cours pour retracer les contacts à risque. Alors, c'est quoi? Quand on parle d'antivirus, on parle de quoi? Alors, l'antivirus est un virus transmis principalement par certains rongeurs infectés, notamment des rats, entre autres. Alors, il faut savoir que l'être humain peut être contaminé en respirant des particules provenant de l'urine, des excréments ou de la salive de ces animaux. Aujourd'hui, les symptômes ressemblent d'abord à une forte fièvre. On nous parle d'une forte grippe du moins. On nous parle de fièvre, de douleurs musculaires, fatigue, maux de tête. Mais dans les cas les plus graves, le virus peut provoquer de lourdes complications respiratoires et atteindre les poumons. Ce n'est pas ça qui inquiète. Ce qui inquiète actuellement, c'est que les experts d'aujourd'hui, c'est la souche appelée AND. Contrairement aux autres formes connues du hantavirus, celle-ci peut se transmettre entre humains, même si, bon, la transmission reste quand même très rare, mais cela inquiète quand même les experts. Et cette nouvelle alerte mondiale sanitaire du moins intervient dans un contexte mondial encore marqué par ce mauvais souvenir de la Covid-19, ce qui explique les nombreuses réactions et inquiétudes observées, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les médias entre autres. Mais il y a quand même l'Organisation mondiale de la santé qui a tenu à rassurer la population, qui appelle au calme pour nous dire que le risque de pandémie mondiale reste faible et le hantavirus est aujourd'hui beaucoup moins contagieux que le coronavirus. En tout cas, nous l'espérons, Diagne, parce qu'on a encore les séquelles de ce virus qui était la Covid-19 jusqu'à présent. Après ton débrief, je suis plus rassuré. Ah ouais. Je suis plus rassuré. Soyons rassurés. Voilà, alors. je suis plus rassuré. Honnêtement, Dramé, tu es rassuré? Ça va. Oui, je le suis. Ah, honnêtement, je le suis aussi. Merci beaucoup, Willy Sadio. Un plaisir. Merci. On se rend en Mauritanie pour Hello Refresh. Notre correspondante, Alia Abbas, nous parle de la situation économique assez difficile où le pouvoir d'achat est quand même vit des situations assez compliquées. Alia Abbas, depuis la Mauritanie, pour Hello Refresh. Merci Mamadou. Bonjour à tous. Depuis la Mauritanie, on vous salue et on vous suit. Ici, le coût de la vie ne cesse d'augmenter et cela impacte directement la vie quotidienne des populations. Du marché aux produits de première nécessité, de nombreux Mauritaniens font face à une hausse des prix qui réduit leur pouvoir d'achat. Comment font-ils face à cette situation? C'est ce que nous allons voir dans ce reportage. Depuis quelques semaines, le pays fait face à une pénurie de carburant liée aux tensions autour de la guerre en Iran, une situation qui a entraîné une hausse des prix à la pompe
Au niveau des stations-service, les conducteurs font la queue pour s'approvisionner en carburant, devenu par moments introuvable dans certains quartiers de la capitale. Une situation qui commence déjà à se répercuter sur le coût des produits de première nécessité. الأزمة تضررنا منها كاملين والله شكنا قاع حد موريتانيا داخل الحرب الأيام تينا علينا. Au marché, commerçants comme consommateurs constatent une augmentation progressive des prix dans un contexte où le pouvoir d'achat est déjà fragile. تقولوا مقد الاسعار والله لا طالعين علينا حتى ما تلا نعرفوا قاعدين نعدوا الشهود نحن بنفسنا تجار لا نبيعوا عم يمتامين يشروا نحن فرص نحن بنوعروا على الخلق ونحن الشاري نوعر ونفس الوقت ما نحن نوعروا على الخلق. Pour les petits commerçants, cette hausse ralentit également les ventes, alors que de nombreux clients réduisent désormais leur achat au strict minimum. Mais entre pénurie de carburant, hausse des prix et baisse du pouvoir d'achat, les inquiétudes grandissent quant à l'impact durable de cette crise sur le quotidien des Mauritaniens. Le street, c'est l'actualité expliquée, décryptée et analysée pour vous. Et c'est avec Ibrahim Dramé qui est allé aujourd'hui en Afrique du Sud avec une situation assez compliquée, complexe et qui nous meurtrit au pays de Mandela qui trahit l'Afrique. Bonjour Diagne, elle s'appelait la nation arc-en-ciel. Elle était le symbole de la réconciliation, le pays qui a vaincu l'apartheid grâce à la solidarité de tout un continent. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud est au cœur d'une crise xénophobe violente contre ses frères africains, des commerces pillés, des migrants tués, des pays qui rappellent leurs ambassadeurs. Comment en est-on arrivé là? Alors de 1948 à 1994, l'Afrique du Sud a vécu sous l'apartheid. Des lois comme le Native Land Act de 1913 ont systématiquement exclu la majorité noire de l'accès à la propriété foncière, réservant 87% des terres arables aux Blancs et reléguant les communautés noires dans des zones désignées, souvent infertiles. C'est dans ce contexte que Mandela a mené sa lutte, emprisonné pendant 27 ans, avant de devenir le premier président noir de l'Afrique du Sud, devenant ainsi le symbole mondial de la réconciliation. Et toute l'Afrique l'a soutenu. Le Nigeria, l'Angola, le Sénégal, etc. ont apporté un appui considérable au mouvement de libération. Comme tu le dis, qui a donné des passeports diplomatiques à plusieurs hauts responsables. La grande chanson de Steve Biko. Et la grande chanson de Steve Biko. Et beaucoup de pays, à l'instar du Sénégal également, de toute l'Afrique, ont soutenu Nelson Mandela, ont soutenu ce mouvement de libération. L'Afrique, on peut dire, a serré les rangs pour libérer un des siens. C'est ce passé, justement, qui rend cette situation assez choquante. L'Afrique du Sud accueille entre 2 et 5 millions de migrants, dont la plupart seraient originaires du Zimbabwe, auxquels s'ajoutent des Mozambicains, des Namibiens et des communautés d'Afrique de l'Ouest. La colère des locaux a des racines économiques réelles. Le chômage touche entre 30 et 40% de la population. La compétition pour les emplois peu qualifiés est donc féroce, opposant les Sud-Africains qui sont précaires aux immigrés. Donc les étrangers sont accusés de tout. Ils sont accusés de voler les emplois, d'entretenir la criminalité, mais également de dominer le commerce informel. Ces accusations ne sont pourtant pas corroborées par des données officielles. Les migrants sont donc les boucs émissaires d'un système qui a promis l'égalité en 1994 sans la livrer. Mais revenons-en au fait. Entre le 27 et le 29 avril 2026, des manifestants armés ont investi les rues de Johannesburg, de Pretoria, du Cap, pillant les commerces tenus par les étrangers. Le bilan provisoire fait état de 7 morts. Derrière ces violences se retrouvent des organisations structurées. Le mouvement Marche Tienne Marche et Opération Doudoula ont organisé des marches partout dans les grandes villes, mobilisant également des partis politiques. Leur mot d'ordre cible les migrants illégaux, mais leurs actions sur le terrain ne font pas cette distinction. Et c'est d'ailleurs ce qui a fait réagir tout le continent. Le Nigeria a organisé des vols pour rapatrier ses ressortissants et a convoqué l'ambassadeur sud-africain. Le Ghana a quant à lui saisi officiellement l'Union africaine pour inscrire le sujet à l'ordre du jour du prochain sommet. Des partis politiques peuvent être dans une même logique que des mouvements extrémistes, si je peux dire. C'est l'hérésie totale. C'est l'hérésie totale. Et il y a un paradoxe qui est cruel, c'est que depuis 2023, l'Afrique du Sud porte devant la Cour internationale de justice une plainte contre Israël
pour violation de la Convention sur le génocide, se posant donc en défenseur des opprimés du monde, alors que chez elle, il y a des migrants africains qui sont traqués dans les rues. C'est tout le paradoxe et c'est toute l'hérésie qui est en ce moment en Afrique du Sud. Le gouvernement Ramaphosa n'a pas pu mou, il continue toujours de soutenir qu'il n'y a pas de xénophobie en Afrique du Sud, parce que depuis 2019, aucun responsable majeur n'a été condamné pour ces violences récurrentes. On peut aisément donc dire que 30 ans après la fin de l'apartheid, les héritiers de Nelson Mandela sont toujours dans cette logique de rejet de l'autre, cette fois-ci non pas par la couleur de la peau, mais par la nationalité. Insa Touré, il s'appelle Jeune, des jeunes brillants comme on aime en avoir sur le plateau, expert en innovation numérique et directeur d'Azerty. Insa qui va nous parler aujourd'hui d'IA, d'intelligence artificielle. Est-ce que l'Afrique est capable d'être consommateur, spectateur ou même acteur de développement en train d'innover? Insa, bonjour. Bonjour, Taï. Bonjour, je vais dire merci d'avoir accepté cette invitation. Merci de m'avoir invité. Quand on va sur vos plateformes digitales, qu'on scrolle, on se rend compte qu'il y a cette volonté de pousser, d'inciter cette jeunesse africaine à être acteur du changement. Aujourd'hui, il y a des initiatives qu'on voit un peu, mais ça n'impacte pas le jeune Sénégalais, alors qu'ils sont dans une addiction. La Silicon Valley évolue dans d'autres acteurs. L'intelligence artificielle, on était parti de ChatGPT à DeepSeek. Aujourd'hui, on parle de Claude. Cette addiction, comment est-ce qu'aujourd'hui, on doit la subir? Ou est-ce qu'on doit la subir forcément? Alors, il faut savoir qu'en fait, la manière dont les réseaux sociaux ont été conçus, ce n'était pas fait pour servir la personne. L'objectif, c'était de faire de l'utilisateur un produit qui va dépenser de l'argent pour regarder des publicités, qui va rester le maximum de temps dans la plateforme. Regardez, il y a ce qu'on appelle la lumière bleue. La raison pour laquelle Facebook est bleu, c'est parce qu'en fait, quand tu as de la lumière bleue, c'est la lumière qui est la plus susceptible de te garder éveillé. Ils ont invité ce qu'on a... Rassurant, la lumière bleue de Refresh. Oui. C'est pour vous garder, pour vous informer de manière juste et vraie et voilà, de la manière la plus, comme on dit, scroller et décrypter. Continue. Effectivement. Ensuite, maintenant, ils ont inventé ce qu'on appelle le infinite scrolling. Le infinite scrolling, c'est quoi? C'est que quand tu utilises un réseau social, tu vas scroller, mais le scrolling est infini, ça ne s'arrête jamais. Et à chaque fois que tu regardes une vidéo, ça crée une petite dose de dopamine dans ta tête et tu as envie d'en avoir plus. Et le truc le plus incroyable, c'est que souvent on parle de digital twin. Le digital twin, c'est ton jumeau digital. Chacun d'entre nous ici a déjà son jumeau digital et les entreprises font ce qu'on appelle le profilage. Leur objectif, c'est de savoir exactement quel est ton centre d'intérêt, c'est de savoir exactement quelles sont tes faiblesses. Est-ce que tu savais que le téléphone que tu utilises, il est capable de pouvoir voir même quand tu regardes une publication, où est-ce que tu as concentré tes yeux? Quel est le temps que tu as passé à regarder tel type de contenu? À un moment donné où ils savent exactement comment prédire même les choses sur lesquelles tu vas être sensible. Et ça, c'était avant l'intelligence artificielle. Ça, c'était la manière dont les réseaux sociaux ont été configurés. Il y a un grand chercheur qui s'appelle Tristan Harris qui a théorisé énormément de sujets par rapport à ça. Mais le truc le plus grave, c'est que l'intelligence artificielle a maintenant exacerbé ce problème-là, dans la mesure où les algorithmes deviennent de plus en plus puissants pour servir un autre intérêt. C'est ce qu'on appelle l'enchitification. Ça a été théorisé par quelqu'un qui s'appelle Cory Doctorow. Et ça se passe sur 3 phases. La première phase, leur objectif, c'est de te vendre de la publicité. Attirer les utilisateurs de telle sorte qu'ils soient dans la plateforme. Donc, ils vont voir, par exemple, qu'est-ce qui t'intéresse, toi, en tant que journaliste, par exemple. Ils vont te dire, telle chose pourrait t'intéresser, et ils vont exacerber l'algorithme de recommandation. Donc, l'objectif, c'est d'augmenter le nombre d'utilisateurs, ce qu'on a vu avec ChatGPT, qui a eu à atteindre au bout de 3 mois 100 millions d'utilisateurs. La deuxième phase, c'est maintenant faire de telle sorte qu'on invite les entreprises pour qu'ils dépensent de l'argent afin d'avoir de la visibilité. Donc, sur Facebook, par exemple, on avait vu, ils ont mis des outils pour Facebook Business, Meta, ainsi de suite. Leur objectif maintenant, c'est de servir les entreprises, mais de ne plus servir les utilisateurs. C'est la raison pour laquelle on s'est rendu compte qu'avant, les fils d'actualité, c'était des fils sur des choses qui nous intéressaient, c'est des publications sur nos amis. Maintenant, c'est principalement des publications venant d'autres entreprises. Et là, oui? Excusez-moi de vous interrompre, on parlait un peu de dépendance technologique. Vous en parlez tout à l'heure quand on parlait des entreprises aujourd'hui qui vont aller acheter cette intelligence artificielle pour leur servir. D'où ma question. Aujourd'hui, par exemple, on voit que beaucoup d'outils d'IA appartiennent à de grandes entreprises étrangères. Oui. Alors, comment les pays africains
peuvent-ils éviter une nouvelle forme de dépendance technologique? C'est ma question en fait. Moi, je le conçois comme l'esclavage 4.0. Dans la mesure où les grandes entreprises technologiques voient l'Afrique comme un grand terreau qui leur permet de pouvoir entraîner leurs données. Déjà, on a une faiblesse juridique, ça on va en parler plus tard, mais l'Afrique produit énormément de données et n'a pas encadré cela. C'est la raison pour laquelle eux, ils s'entraînent sur nos données et ils enrichissent le service en tant que tel. Maintenant, on a une très grande dépendance. La première problématique, c'est que la majeure partie des solutions digitales qui sont utilisées en Afrique ne sont pas produites en Afrique. Ils sont achetés au niveau de Microsoft, ils sont achetés au niveau de OpenAI et autres choses. Et puisque on ne fait plus l'effort de créer, on devient complètement dépendant. C'est ce qui vient sur c'est ce que je disais tout à l'heure, c'était la 4e phase de la enshittification avec la dépendance technologique. Ils vont faire de telle sorte que tu ne puisses plus les contourner. Prenons l'exemple, Adobe par exemple. Adobe, chacun ici utilise Adobe, avec Adobe Photoshop, Premiere Pro, ainsi de suite. Adobe Reader pour les PDF. Mais saviez-vous qu'ils avaient fait exprès pour que les logiciels soient facilement craquables? Parce qu'ils ont acheté du temps. Ils ont voulu créer une certaine, je ne dirais pas addiction, mais une certaine habitude au point où les gens ne peuvent plus contourner cela. C'est ce qu'ils ont fait pour les gouvernants. Et de telle sorte qu'aujourd'hui, si on prend un espace de 10 ans, on va être obligé de continuer à utiliser le service parce que les gens sont habitués à cela. Mais aujourd'hui, Insa, à t'entendre, quelles sont les politiques publiques qu'on doit mettre en œuvre pour encadrer, pour permettre un meilleur écosystème et pour surtout protéger l'utilisateur et permettre un épanouissement? Alors, je pense que d'abord, il faut protéger les données des utilisateurs. Quand on prend l'exemple de la Turquie, par exemple, les données des utilisateurs en Turquie restent en Turquie. L'Union africaine a fait un excellent travail récemment avec l'agenda 2063. Ils ont mis en place une stratégie de planification pour l'intelligence artificielle afin de conseiller les gouvernants sur la stratégie qu'ils doivent mettre en place. La deuxième chose, c'est qu'on n'a pas une indépendance matérielle. Quand on parle de data centers aujourd'hui, c'est principalement des data centers qui sont ailleurs. Si, par exemple, l'Iran a attaqué le data center qui était au niveau de Oman, on a eu une rupture au niveau des services de OpenAI. Si on attaque des data centers ailleurs, l'Afrique se retrouve être complètement handicapé. Donc, oui, il y a un data center à Diamniadio, mais malheureusement, ce data center-là est très faible concernant les besoins que l'on a. Donc, même nous qui sommes dans le développement et dans les systèmes d'information, on est obligé d'aller ailleurs. Et donc, on a un autre problème, c'est la protection de nos données. Donc, on n'a pas de protection de nos données. Maintenant, revenant sur la politique publique, il faudrait d'abord, en plus de la sécurité des données des utilisateurs, il faudrait avoir une indépendance matérielle, donc avec les data centers et les données. Mais en plus de cela aussi, il faudrait préparer la prochaine génération. Aujourd'hui, quand on parle quand on parle de politique publique, c'est des politiques publiques qui sont très court-termistes. Les problématiques, c'est d'embarquer surtout et d'avoir une vision sur le long terme, parce que souvent nos agendas sur le digital sont calés sur des projets de gouvernance qui souvent, quand un nouveau président est élu, ça change. Effectivement. Moi, je pense que déjà, il faudrait d'abord régler un autre problème, avant même de parler de cette problématique de gouvernance. C'est intervertir la manière dont l'économie digitale est actuellement faite. Regardez, les entreprises d'IA entraînent leurs IA en payant très faiblement les Africains, au Madagascar et au Kenya, moins de $2 l'heure. Vous voyez, en fait, on parle souvent d'entraîner les IA. C'est de vraies personnes, de vrais Africains qui sont derrière les écrans, qui travaillent pendant plus de 20 heures par jour, si je ne m'abuse, uniquement pour faire ce qu'on appelle du tagging. C'est-à-dire qu'ils voient un signe, ils disent que ça c'est un signe, une voiture, ainsi de suite. C'est de vraies personnes qui le font. La deuxième chose, c'est que, oui, effectivement, il faut alimenter ces IA-là et il faut d'abord avoir, parce que les IA, ils hallucinent. Ce qu'on appelle l'hallucination. L'hallucination d'une IA, c'est que lorsqu'une IA invente quelque chose qui n'est pas vrai. Prenons l'exemple, par exemple, souvent vous demandez quelque chose à ChatGPT ou à Claude, il crée une information. Il crée des sources qui ne sont pas réelles. C'est ce qu'on appelle l'hallucination. Ils ont aussi ce qu'on appelle le sycophancy. Le sycophancy, c'est lorsque l'IA veut tellement te plaire qu'il va te dire exactement ce que tu veux. Merci beaucoup Insa pour ces éclairages. On en reviendra en long. Je pense qu'on aura l'occasion de discuter sur toutes ces thématiques. Tout de suite, l'édito avec Ibouba. L'édito avec Ibouba, aujourd'hui, qui nous parle de promesses électorales, de pertinence. Pourquoi est-ce qu'on doit mettre en place un organe qui doit s'assurer que les promesses des politiques soient maintenues?
Oui, Diagne, parce que les partis politiques au Sénégal ont la garantie la plus suprême de notre pays dans le cadre juridique, parce que c'est garanti par la Constitution, dans ses articles 3, article 4. Et quand un politique accède au pouvoir, il a les capitaux de l'État du Sénégal, de toute la nation, que ce soit le capital humain qui est à sa disposition, le capital matériel et équipement, et enfin le capital financier. Mais ces partis politiques-là, avant d'accéder au pouvoir, passent un processus démocratique. Prenons un exemple. Est-ce qu'il n'y a pas un organe ici au Sénégal, quand les candidats doivent poser leur candidature, ils arrivent à cet organe pour donner les éléments? Il y en a. Ils donnent tous les éléments, on va voir nom, prénom, date et lieu de naissance, est-ce qu'il peut candidater ou pas, ce que dit la loi, etc. Aussi paradoxal, durant les campagnes, on va avoir un député qui va nous dire « je vais vous construire des routes ». C'est le paradoxe des paradoxes. Je suis un gamin de 15 ans, je suis en train de regarder en famille et je vois un député en parler. Et le député, peut-être, c'est même un voisin, alors que je suis sur une piste, vers Mbirkilan, ou bien que je sois à Misra, ou bien que je sois là-bas à Warkhor. Mais il y a une rupture, parce que dans les échanges avec les adultes, on me dit que le député ne peut pas le faire. Et ce député lui-même, après les élections, ne parlera plus de faire une route. Ou bien quelqu'un va dire, ben écoutez, il y a une vingtaine d'années ou trentaine, il y avait quelqu'un qui disait, oui, je vais vous faire des usines de maïserie, je vais vous faire des usines de Nyankatan, je vais vous faire des usines de Mafé. Ça ne s'est pas fait. On entend souvent que les promesses électorales n'engagent que ceux qui croient. Exactement. Et ça dégringole la confiance des jeunes vis-à-vis de l'État. Lui-même, chaque fois qu'il est en face de l'État, d'abord dans la classe élémentaire, il est frappé quand il ne trouve pas, alors qu'il est là pour apprendre. Quand il va au niveau du secondaire, quand il fait grève, il reçoit des lacrymogènes. Et quand il va à l'université, quand il dit quelque chose ne va pas, on le frappe encore. Donc tout son cursus, c'est des violences. Mais la violence la plus ignoble, c'est de lui dire, les yeux dans les yeux, quand je vais être député, je construis une route. L'étudiant sait qu'il n'a pas cette vocation par rapport au député. Mais dès l'instant qu'on a mis un organe en place, mais que faut-il faire maintenant? Comment le faire? Comment le faire? Il me semble que dans la réflexion, le système est très simple. On prendra les universitaires, qui leur job, c'est de faire d'abord la recherche, parce que la recherche ne se fait ni au collège, ni à l'élémentaire, c'est à l'université. Donc de se dire, ben, écoutez, voici un comité, réfléchissons. Mais on peut se dire facilement, mais tiens, vu qu'il y a un organe pour recevoir les candidatures, pourquoi on ne mettrait pas un organe pour recevoir les propositions, les programmes documentés? On mettrait l'ANSD là-bas, parce qu'ils ont les indicateurs. On mettrait les agences qui s'occupent des politiques de développement territorial. On mettra le ministère qui s'occupe de tout ce qui est sécurité, de tout ce qui est santé. En ayant toute cette structure-là avec des indicateurs fiables, ben, ils vont faire ce qu'on appelle en Wolof le tchambar. Ils vont faire l'étude de voir la faisabilité. Et ils donneront un cutus pour dire que, monsieur le candidat, nous avons bien reçu votre candidature, etc. Mais les données que vous dites sont erronées, ne sont pas compatibles avec le Sénégal. Peut-être avec le Guatemala, mais pas dans notre pays. Et cela permettrait même que les candidats soient davantage préparés avant d'aller sur le terrain. Exactement. Et ce cutus-là, c'est comme le cutus des candidatures, parce que l'aspect candidature regarde la partie administrative et juridique. Là, ça va regarder la partie technique. Mais si vous n'avez pas le cutus, mais on vous donne encore une seconde chance. Et cette seconde chance-là, peut-être qu'on vous donnera un bon. À la place de vous donner juste des bons ou bien de vous accompagner durant votre campagne, on vous donnera un bon pour travailler avec l'ANSD, on vous donnera un bon pour travailler avec l'Agence nationale de l'aménagement du territoire ou avec ces structures de l'État pour que vos propositions soient fiables. Et quand vous l'avez maintenant, vous pouvez dérouler devant le peuple. Et là, le citoyen lui-même, vous ne l'avez pas trompé, pour ne pas dire menti. Et là, dans ce cas, le rapport que j'aurai vis-à-vis de l'État sera très fort. Demain, quand je vais payer des taxes, quand je vais payer des impôts, je me dirai qu'au moins le processus il a été fait. Et ce comité-là, l'avantage qu'il aura, il sera présidé par un juge. Et on vous laisse dérouler, parce que vous ne venez pas pour concevoir, vous venez pour dérouler. Quand vous avez 5 ans, 60 mois, vous êtes venu pour dérouler. Et vous avez un cadre logique, comme un projet. De dire que, ben, écoutez, sur N+1, N+2, etc. Quand je t'entends parler, j'aime bien parce que comme dans le cas du fact-checking, on appelle au sens de responsabilité des politiques dans leur prise de parole. Aujourd'hui, avec ce nouveau format que tu es en train de proposer, c'est appelé également au sens de responsabilité des engagements que vont prendre les politiques dans la gestion du pays, entre autres. Et également, ça va nous faciliter le travail, c'est-à-dire qu'il y aura beaucoup plus de transparence, par exemple, dans tout ce qui se fera et tout ce qui se fera également dans le futur, si toutefois le gouvernement est là en place. Tu as tout résumé et c'est tellement pertinent.
c'est d'abord le respect par la transparence, le respect par la parole donnée. N'oublions pas qu'il y avait un Sénégalais qui avait déclamé il y a 30 ans que la parole donnée, elle est sacrée jusqu'à violation. Après violation, elle devient nulle. Donc, nos autorités étatiques ont plus intérêt que cet organe existe pour montrer leur fiabilité. Nous n'avons que le Sénégal, nous n'avons que la nation. La nation a obligation de protéger les plus faibles en mettant d'abord tout élément qui empêcherait la tromperie politique, la tromperie institutionnelle. Ça va rassurer. Et puis, il y aura une implication. Toujours aussi, ça me permettra de savoir que les taxes et les impôts arrivent à bon port. Merci, merci beaucoup. C'était l'édito de Ibouba qui revient sur une problématique très, très importante, les promesses de campagne des politiciens. Moi, je demeure convaincu qu'elle n'engage que ceux qui... Merci, merci beaucoup. Tout de suite, on va voir le reportage de la semaine avec Moussa Mané. L'accès au foncier, c'était assez viral cette semaine sur les réseaux sociaux. Et on se rend compte que c'est une problématique pour les jeunes Sénégalais, avoir accès au foncier. Comment acheter un terrain, comment même le construire. C'est devenu de plus en plus difficile. Moussa Mané et Serigne Saliou Dème sont allés à la rencontre des Sénégalais. À Dakar, la vente et l'achat de terrains sont aujourd'hui marqués par une forte pression foncière. Cette situation rend l'accès à la propriété de plus en plus coûteux, mais aussi risqué pour de nombreux citoyens. Seulement, gars, si vous jënd duñ ko tek ci yoon quoi, parce que boo jaaree fi nga war a jaar, boo jaaree fi nga war a jaar fi nga war a jaar ci notaire yeeg tout ça, je crois que doo am problème terrain, parce que suuf boo koy jënd il faut nga saytu ko bu baax a baax boo ko saytulee bu baax a baax ay problème rek nga ci am. Dans les rues de la capitale, les courtiers immobiliers sont souvent pointés du doigt et accusés d'alimenter la spéculation foncière et la flambée des prix. Le travail des courtiers, d'après moi, c'est ce qui a rendu la vie plus difficile. Ils sont nombreux, il faut les rémunérer. Il faut aussi qu'ils gagnent. Pour gagner, c'est sur la base de la vente des terrains. Une problématique qui emballe le débat sur les réseaux sociaux. Aboubakry Kane est un expert, directeur d'un cabinet juridique qui évoque la problématique et surtout comment est-ce que les Sénégalais doivent acheter un terrain, parce que tout à l'heure, on le disait dans le reportage, les Sénégalais veulent des terrains, mais est-ce qu'ils utilisent les bons processus pour accueillir? Aboubakry Kane, pour l'éclairage. Avant d'acheter, le plus souvent, il faut faire une démarche préalable, c'est-à-dire qu'il y a différentes sortes de titres de propriété. Il y a une délibération, il y a un bail, il y a un titre foncier, il y a un permis d'occuper. Chaque titre de propriété a sa spécificité. Donc aujourd'hui, la délibération, la vérification s'est faite au niveau de la mairie et au niveau de la préfecture. Donc au niveau de la mairie, il faut aller vérifier au niveau du registre, voir si le titre est bien inscrit sur le registre au niveau de la mairie. Après, on aller au niveau de la sous-préfecture pour pouvoir faire les vérifications, et ce qu'on appelle l'approbation du préfet, du sous-préfet ou bien du préfet, ça dépend du titre. Donc, que ça soit la délibération. Le bail et le titre foncier, la vérification se fait au niveau du notaire, parce que c'est le notaire qui est habilité à faire les vérifications nécessaires. C'est pourquoi souvent j'invite les populations, quand il s'agit de bail ou titre foncier, impérativement il faut aller chez le notaire. Donc c'est assez obligation. Donc il ne faut pas acheter un bail et un titre foncier sans aller chez le notaire. Oui, le danger, c'est que vous n'êtes pas propriétaire. C'est-à-dire que vous achetez un titre sans pour autant être propriétaire. Aujourd'hui, moi, si on a une relation de confiance, vous me donnez un titre. Je garde le titre, je crois être le propriétaire alors que je ne suis pas véritablement le propriétaire. Pour être propriétaire, il faut procéder à la mutation de manière effective. Si c'est une délibération, ça rapproche au niveau de la mairie pour désaffecter le terrain initial et faire une affectation nouvelle par rapport à votre titre de propriété. Si c'est un bail ou un titre foncier, il revient au notaire de faire les démarches nécessaires et puis de procéder à la mutation pour vous permettre d'être un véritable propriétaire. Mais ce n'est pas une relation de confiance qui me procure le titre de propriété. Non, non. Il faut impérativement faire les démarches nécessaires pour pouvoir être le propriétaire, le véritable propriétaire. En tant qu'acquéreur, il faut d'abord aller visiter le terrain. Regarder le terrain, situer le terrain, localiser le terrain, c'est important. Souvent, permettre aussi de prendre un géomètre pour pouvoir délimiter le terrain. Parce qu'il y a beaucoup de litiges au niveau des délimitations de terrain. Deuxième aspect, il ne faut pas se fier à la parole des gens. Il faut aussi à l'écrit. Il faut aller au niveau de l'administration, faire les vérifications nécessaires, que ce soit au niveau des impôts et domaines, au niveau des notaires, faire les vérifications nécessaires avant de procéder à la transaction. Et puis la transaction aussi, si c'est une délibération, on peut faire une transaction, c'est un acte de vente, même si on interdit sur le plan légal de vendre les terrains de délibération. Ce qu'on appelle maintenant, ce qu'on appelle les actes de cession des peines de soins.
Maintenant, il faut enregistrer. Si c'est un bail, c'est un titre foncier, la transaction se fait devant un notaire. Ça, c'est une obligation. C'est le notaire qui procède à la transaction, que ce soit un bail ou un titre foncier. Si c'est une délibération, il faut faire les vérifications nécessaires, faire un acte et aller enregistrer au niveau des impôts et domaines. Donc, il ne faut pas se fier à la parole des gens. Aminata Thiam, que vous retrouverez chaque semaine sur ce plateau pour nous parler de fierté locale, d'économie, de Made in Africa. Aujourd'hui, elle nous amène à Ngaye, qui parle de Ngaye, qui dit capitale artisanale du Sénégal. Merci Dieng, bonjour tout le monde, bonsoir, peu importe partout où vous trouvez. Aujourd'hui, je vous emmène carrément en immersion à Ngaye, c'est la capitale artisanale du cuir du Sénégal, à la découverte des produits fabriqués localement. Si vous voulez des sacs, ou chaussures ou autres produits artisanaux de qualité. En tout cas, c'est la bonne adresse. Et lors de notre tournage, nous avons eu la chance de tomber sur le marché Louma, un marché qui réunit tous les artisans de la localité. Ils quittent différentes communes dans les environs et ils s'y retrouvent tous pour vendre ce qu'ils fabriquent de manière hebdomadaire. Et sincèrement, ça a été une vraie opportunité de découvrir tout ce qui s'y fabrique, principalement à la main. Et lors des échanges avec les acteurs, ils ont beaucoup attiré notre attention sur une meilleure sensibilisation des populations et des politiques publiques sur la promotion du consommé local. Merci. Allons suivre ce reportage d'Aminata Thiam. Pour ceux qui ne le savent pas, Ngaye, c'est la capitale de l'artisanat au Sénégal et c'est la capitale également de la cordonnerie. Nous vous montrerons comment nos compatriotes s'efforcent à vous donner le meilleur des produits et des services pour que vous puissiez consommer. Ici, c'est le marché Louma, ça bouge comme vous l'entendez, il y a beaucoup de bruit et ça se passe comme ça tous les lundis. Chaque femme vient d'une certaine localité et cette localité-là se regroupe pour faire tout ce que vous voyez aujourd'hui. Am na panier pour couvert, pour kodou, am panier pour mouchoir à jeter, am boîte pour kii, bijoux, buy boîte à mouchoir. li ñuy wax mooy bokk nu dimbale jàppale nu ndax jigéen ñu jàmbaare ñoo ne fii ci gox bi. daal bi ma yor nii mi ngi génne en gros 4000 mais détail ñoo ngi koy jaayee 6000 ak 5000. dañoo bëgg ñu def consommé local. Ousmane Sonko dañoo bëgg mu wax Sénégalais yi ndax bu waxee dina dégg le président Diomaye def leen consommé local. ndax sunu ndaw ñi vraiment bëgg nañu liggéey wan daal yi bu ko liggéey jar gi mu war a jar du ko jar. da ngay liggéey rek ñax pexe parce que bari na ci booy yoo xamante ni si ay uude lañ woon mais léegi ñoo ngi ci Jakarta yi ak kii ndax matériel bee cher buñ liggéeyee ba pare duñ ko mën a jaay. suñu daal yi buñ ko dee sol du bari lu dal Sénégalais yi li rhumatisme ak yenn feebar yi ni dafay nekk neer. C'est un problème qui dérange tous les artisans parce que comment on peut avoir un site comme ça et on n'arrive même pas jusqu'à présent à exploiter ça. Aminata Thiam, comment est-ce que autant de talents peinent à s'exporter? Comment est-ce que nous ne pouvons pas valoriser notre Made in Africa, notre Made in Sénégal? En fait, la question, elle s'est beaucoup posée parce que quand nous sommes rendus sur place, déjà, ils étaient ravis de nous voir avec la caméra et tout. Ils se sont dit, là, aujourd'hui, on va avoir un peu de visibilité. Il y en a qui viennent avec la caméra pour montrer. Et là, on a compris que c'était ça, justement, le problème, la visibilité. Parce qu'ils ont énormément de talent. Il y a beaucoup de choses qui se font. On parle beaucoup de Ngaye Mékhé, mais en réalité, les gens ne connaissent pas. Ils n'ont pas une idée de toute l'étendue de tout ce qu'ils font au quotidien et sincèrement, il y a beaucoup de choses à découvrir. Pourquoi est-ce que ces talents locaux ne sont pas valorisés, même dans la production locale, dans la valorisation dans nos gouvernants? L'industrie, si vous voulez absorber la masse qui demande pour éclairer leurs compétences et fructifier, il faut industrialiser. Si vous arrivez à Ngaye, historiquement d'abord, il ne faut pas oublier qu'au moins 17 damels du Cayor sont issus de Ngaye. Donc, c'est le cœur, c'est la capitale du Cayor, en réalité. Et c'est un peuple qui est habitué à travailler, à suer pour gagner sa vie. Ça part de l'artisanat avec les peaux, ça part de toutes les créations qui puissent exister. Ça a toujours été le cœur économique du Sénégal. Maintenant, dans les faits, est-ce qu'il y a une politique locale pour industrialiser? Nous savons tous que non, parce qu'il faudrait énormément de moyens. Mais les compétences sont là-bas. Ce qui aurait été très intéressant, c'est qu'ils puissent intégrer le dispositif de centre de formation professionnelle institutionnelle pour pouvoir transférer leurs compétences. Mais produire là-bas pour vendre qui?
entre eux, ou bien ceux qui font le passage vers Saint-Louis et les autres régions, ou bien de retour, ce n'est pas rentable. Ce modèle économique n'est pas rentable. Est-ce que l'exportation peut se faire? Oui, il y a l'agence sénégalaise d'exportation, ça peut être aussi une solution. Dans tous les cas, il faut une réforme, il faut un accompagnement aussi bien étatique que localement. L'exportation, Aminata Thiam, vas-y. Et juste souligner que justement pour ce projet d'industrialisation, récemment il y a une mission de la PDA qui s'y est rendue pour faire un travail de constat, discuter avec les acteurs et tout, pour mieux cerner les difficultés qu'ils ont pour pouvoir développer le secteur. Et il y a même un projet de tannerie industrielle que veut y installer l'État du Sénégal pour mieux valoriser les peaux brutes. Mais Aminata Thiam, on se rend compte qu'aujourd'hui, le principal problème, c'est l'industrialisation, certes l'accompagnement, mais surtout la valorisation. Justement, pour rebondir sur ce qu'a dit Doyen tout à l'heure, il y a d'ailleurs une mission de la PDA qui s'y est rendue pour discuter avec les acteurs, pour mieux cerner les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Et il y a d'ailleurs un projet de tannerie industrielle pour valoriser les peaux brutes qui va bientôt être mis en place pour une meilleure politique d'industrialisation dans la zone. Mais est-ce qu'il existe des salons pour permettre à ces artistes, si je peux dire ainsi, de s'exporter parce que le marché du luxe, il est quand même énorme. Il faut savoir déjà que le Made in Sénégal, ça coûte cher. On parle beaucoup de plateformes qui s'organisent déjà. Il y a beaucoup de salons qui s'organisent à l'image du salon Made in Sénégal qui est organisé chaque année, à l'image du mois du consommé local organisé par le ministère de tutelle, à savoir le ministère du Commerce et de l'Industrie. Chaque année, il y a de nombreuses initiatives comme ça qui s'organisent pour mieux valoriser les productions locales et inciter nos compatriotes à consommer local. Mais il faut savoir aussi que la matière première n'est pas accessible. Le cuir, ça coûte cher, raison pour laquelle d'ailleurs certains produits fabriqués localement ne sont pas accessibles. Et tout ça, je pense qu'il faudrait une bonne volonté politique derrière pour pouvoir aider les acteurs du secteur. Parce que du talent, il y en a au Sénégal. Et du talent, on va en valoriser sur ce plateau de Refresh. Chaque semaine, vous aurez Aminata Thiam qui va vous amener un créateur, un artiste, un ingénieur, une fierté locale pour montrer ce que les Africains sont capables de faire. Merci Aminata. Merci Diagne et comptez sur moi pour valoriser toutes nos industries, aussi bien nationales qu'internationales. Tout de suite, la rubrique culture avec Laura. La rubrique culture avec Laura, j'aime bien quand on arrive là. C'est toujours moi plaisir. Aussi, évidemment, moi aussi. Je t'accueille avec plaisir. Ça me fait toujours plaisir. Ah ben, ça me fait plaisir aussi. Ça va? Ça va très bien, merci. Très contente de partager le plateau avec vous. Plaisir partagé. J'accueille aussi mon très cher, mon ami, l'homme de Digital Trend. Merci Mohamed Sid. Laura, aujourd'hui, culture, on parle de quoi? Aujourd'hui, on va parler de batik. On va poursuivre justement sur la lancée d'Amina. Parce qu'on va parler justement de Made in Sénégal, on va parler de consommer local et on va parler aussi de comment les artistes en fait peuvent vivre de leur art et comment aussi, à travers le consommer local, on peut s'habiller chez nous. Mais je vais vous laisser voir d'abord le reportage et puis on en discutera. Effectivement, on va voir le reportage parce qu'aujourd'hui, l'exposition Batik 2026 se tient au Centre culturel Blaise Senghor. Allons voir ce reportage. Faire renaître le batik africain, c'est la mission que s'est donnée l'artiste Zo Mansour depuis de nombreuses années afin de susciter des vocations dans le domaine du textile. Le batik, c'est une histoire qui date de trop loin, qui a démarré en Égypte et qui a été exploitée en Indonésie. Le batik, ce n'est pas un travail simple, c'est un travail d'artiste qui se faisait par les artistes. Le thème de cette année, c'est la valorisation du batik au Sénégal. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'évolutions parce que comme vous le dites, chaque année, on fait des ateliers partout au Sénégal, à Dakar, partout. Mais ce que j'ai remarqué, les gens commencent à plonger dans le métier parce qu'ils ont compris que c'est un métier africain, c'est un métier très noble et c'est un métier qui peut créer beaucoup de développement parce que le tissu batik, c'est un tissu qui est utilisé partout dans le monde. Donc si on arrive à donner ce métier aux jeunes qui n'ont pas de métier, ça veut dire que nous allons créer beaucoup de ressources et beaucoup de développement. Un savoir-faire avec un fort potentiel d'emploi dans une optique de valorisation du Made in Sénégal. Nous saluons les actions que pose M. Zo Mansour, qui fait de très belles choses sur le batik. Et je pense que dans le Sénégal où on parle de souveraineté, et de souveraineté culturelle, il y va aussi de notre manière de nous habiller. Donc c'est pour cela que nous avons trouvé intéressant de montrer que nous avons des artistes talentueux. Je pense qu'il faut les valoriser. Et ce qu'il fait, c'est de l'artisanat d'art
et l'artisanat d'art est dans ce qu'on appelle les industries culturelles et créatives. Donc c'est pour cela que nous avons décidé de l'exposer parce que ce qu'il fait entre en parfaite symbiose avec les missions du centre. Donc c'est la 4e édition et nous comptons vraiment accompagner Jo Mansour jusqu'à ce qu'il montre le batik partout dans le monde. Et cette année, nombre de ces modèles ont mixé le batik avec le pagne tissé africain, savoir-faire commun à de nombreux pays de la sous-région. Moi, je suis quelqu'un qui fait la formation surtout au Burkina et en Côte d'Ivoire. Donc souvent, je leur donne des formations et eux, ils utilisent nos produits en batik. Donc je me suis dit pourquoi pas créer un mélange de tissus entre le Burkina et le Sénégal pour créer une connexion. C'est-à-dire, j'ai l'habitude de le dire, si nous voulons créer un développement africain, il faut mélanger les choses. Il faut mélanger les matières qui se trouvent en Côte d'Ivoire, au Burkina, et mélanger aussi les matières qui se trouvent au Sénégal pour essayer de créer une seule matière. Pour moi, je suis je suis un panafricain, quelqu'un qui essaie de connecter les pays africains à travers mon métier. Une exposition textile panafricaine donc, à retrouver jusqu'au 14 mai prochain au Centre culturel régional Blaise Senghor de Dakar. Magnifique, magnifique. Laura, on y va quand? On peut y aller quand tu veux, tu vois, c'est jusqu'à jeudi prochain le 14. Donc si tu veux retrouver des tenues comme celle-ci par exemple, bon, ça se passe au niveau du Centre culturel Blaise Senghor. Prochain numéro des Refresh, je suis habillé en batik. Ah, Inch'Allah. Donc c'est l'artiste qui sera content. L'artiste qui sera content. Non, mais c'est magnifique, c'est magnifique. On poursuit avec l'agenda culturel. Oui, dans l'agenda culturel. Donc cette semaine, on a 3 dates à retenir pour ce week-end. Donc on va commencer à Dakar avec la fin du Festigraph, c'est samedi 9 et dimanche 10 mai, les 2 derniers jours pour aller voir donc cette 16e édition du Festival de Graffiti à la Maison de la Culture d'Outasek sur le thème « La résilience des peuples africains et la transmission des mémoires par l'art ». On a également une deuxième date à retenir pour ce week-end, c'est le festival Wanema. Donc c'est la 12e édition d'un festival qui est organisé par l'association Handi Afrique. C'est une association en fait qui est mobilisée autour des personnes en situation de handicap et c'est une 12e édition qui se tiendra à Rufisque du 11 au 16 mai au Centre culturel Maurice Gay sur le thème inclusion, accessibilité et autonomisation par la culture. Et enfin, on va aller du côté de chez nos voisins maliens, à Bamako. Il y a le festival Sogobo de Bamako, c'est la dernière date à retenir pour ce week-end. L'activité culturelle reprend peu à peu après les récents événements qui ont secoué le pays récemment et donc qui organise la 3e édition du festival Sogobo de Bamako. C'est un art ancestral emblématique du théâtre de marionnettes malien et ça se tiendra au Musée national du 10 au 17 mai sur le thème « La diversité culturelle, levier de vivre ensemble et de consolidation de l'unité nationale au Mali ». Thème très important comme thème. Merci Laura. Merci. Merci. On se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. On enchaîne avec Digital Trend de Mohamed VI. Il check les réseaux sociaux pour cerner les infox, la désinformation, mais aussi il voit tout ce qui est viral sur les réseaux sociaux. Mohamed VI, on parle de quoi aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on parle d'abord de cet infox qui a impacté un peu les agents de l'État qui ont cru qu'on aurait touché à l'avance Tabaski tel que le connu. D'abord, un montant de 100 000 francs qui est versé aux agents de l'État en guise de soutien pour la Tabaski. Mais cette fois, l'infox informe qu'on parle d'un montant de 50 000 francs, ce qui est faux, qui a été démenti par le ministère de tutelle, le ministère des Finances et du Budget, qui a sorti un communiqué justement pour parler de ça. Et sur le visuel, on voit très bien que si on a un peu connaissance de la charte et de comment est-ce que le ministère publie et communique, on se rend compte que cette image a été détournée. Oui, c'est une image détournée. Aujourd'hui, on parle de ces pouvoirs-là de l'IA qui ne cesse de faire ses émules, en tout cas en Afrique. Et les gens font difficilement le distinguo entre un visuel généré par l'IA et un visuel qui a été créé et qui est officiel. Donc le mieux, c'est de vérifier les plateformes officielles, les plateformes de l'État pour voir est-ce que l'information véhiculée est réelle. Merci Mohamed VI. On parle de... Juste sur ce point, d'un soutien, il faut dire que c'est un prêt qui est remboursable. C'est exactement. Oui. Le prêt il est remboursable. Pour les agents de l'État. Pour les agents de l'État. Merci. Mais à ce moment, quand on parle de Tabaski au Sénégal, tout le monde a un bélier en tête. Bon, mais si on enchaîne. Tout le monde a un bélier en tête, mais il y a également d'autres aspects qui sont super importants, notamment aujourd'hui, cette actualité majeure en Afrique de l'Ouest. On parle de l'aspect connectivité. Aujourd'hui, le Sénégal, le Togo et le Bénin qui travaillent sur le lancement d'un service de roaming collectif. Donc, ce service-là permettra tout à fait aux résidents de ces pays africains qui voyagent entre ces pays de pouvoir se parler facilement, gratuitement,
d'ailleurs, sans pour autant qu'il y ait un forfait supplémentaire, comme on le fait quand on voyage souvent, on achète des forfaits supplémentaires pour pouvoir parler à nos familles dans différents pays. Donc aujourd'hui, une fois que ce process est mis en place par la RTP, notamment en qualité d'expert dans le secteur, on pourra se parler facilement entre le Sénégal, le Bénin et le Togo. C'est très important parce que les coûts sont très élevés. Les coûts sont très élevés. J'ai vu cette actualité sur les réseaux sociaux, surtout avec le DG de la RTP qui s'est rendu sur place, une très grande avancée majeure et qui permet la connectivité et le rapprochement entre ces différents peuples. Et bien sûr, ça permet également de voyager sans pour autant acheter un nouveau forfait, parce qu'aujourd'hui, on le fait déjà au Sénégal avec les services de roaming. Aujourd'hui, vous avez une SIM Orange, vous allez dans une zone où vous n'avez pas de connectivité Orange, il y a un autre réseau qui prend le relais facilement. C'est ça. Gambie, voilà. Gambie par exemple. Gambie. Donc voilà, par exemple, vous allez à Ziguinchor par la voie routière, vous êtes en Gambie, votre réseau bascule sur le réseau gambien, vous avez toujours accès à Internet, vous pouvez toujours passer des appels. Voilà. Exactement. Merci Mohamed Sis. Autre actualité? Alors, entre autres actualités, côté innovation, maintenant on va parler de Orange, ou bien du groupe Sonatel de façon globale, qui aujourd'hui a lancé récemment une nouvelle app, une nouvelle version de l'application Maxit, avec de nouvelles fonctionnalités, une interface qui est bien plus intuitive quand même. On dira qu'ils ont fait un clin d'œil un peu à la concurrence pour faciliter un peu l'accès à certains services, ce qui est un peu apprécié dans l'écosystème. Mais il y a également une nouveauté, ils ont un nouvel ambassadeur, un ambassadeur que Diagne aime bien, qui est Sam Peuzzi. Voilà, Sam Peuzzi aujourd'hui est devenu ambassadeur de Orange Money. Il sera le tremplin entre la jeunesse et la marque. Alors, on va parler d'outils justement parce qu'aujourd'hui, sur les plateformes digitales, on a besoin d'outils pour centraliser notre recherche. Et l'outil dont on va parler aujourd'hui s'appelle Metricool. Donc, c'est une plateforme qui vous permet de centraliser tous vos réseaux sociaux pour faire des posts automatisés sur toutes ces plateformes, répondre à vos messages, mais également suivre vos indicateurs clés de performance pour savoir ce qui marche le mieux et quelles sont les tendances du secteur. Là, tu parles aux commerçants de TikTok ou bien aux vendeurs sur Meta Market, Marketplace? Sur la marketplace de Meta, mais pas que. C'est une plateforme qui est ouverte à tout le monde, bien évidemment, mais ça parle plus aux professionnels qui aujourd'hui proposent des services en marketing digital. Tu mets les liens sur les plateformes de Refresh? Oui, bien sûr, retrouvez tout cela sur les plateformes de recherche avec un article détaillé qui vous explique comment l'utiliser. Merci l'équipe, merci à vous qui nous avez suivis depuis le début. Le Refresh, c'était tout pour aujourd'hui. Gardez en tête que l'émission se poursuit sur les plateformes digitales avec d'autres nouveautés qui vont venir. Merci à tous et à la semaine prochaine. Merci.